dans certaines affaires non résolues, le principal suspect est très connu du public, ou il y a peut-être quelqu'un de très suspect dans la vie de la victime. Dans d'autres cas, cependant, la police n'a pratiquement rien sur quoi s'appuyer. Aucune preuve, aucun témoin oculaire et aucun indice laissant penser qu'il s'est passé quoi que ce soit, si ce n'est que la victime s'est volatilisée dans la nature. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons les affaires de disparition les plus étranges que nous ayons jamais vues. Stanley Bassett, âgé de 29 ans, a été vu pour la dernière fois à Franklin, dans le New Hampshire, le 2 avril 1977. À l'époque, il vivait avec son fils de 9 mois dans une maison sur Salisbury Road qui appartenait aux parents de Stanley. La mère de son enfant était sa troisième épouse, qui vivait en Californie à l'époque. Il y a peu de détails disponibles dans l'affaire de Stanley, donc il n'est pas clair à quelle heure il a été vu pour la dernière fois. Mais seulement un jour plus tard, le 3 avril, son fils a été retrouvé à des kilomètres de là, abandonné dans une boîte en carton dans une cage d'escalier au Capitole du Massachusetts à Boston, Massachusetts. L'enfant a d'abord été placé en famille d'accueil, mais la sœur de Stanley a reconnu sa photo lorsqu'elle a été publiée dans le journal plus tard ce mois-là. Elle et son mari ont ensuite obtenu la garde du bébé qu'ils ont fini par adopter. Notamment, en 1975, plusieurs années avant sa disparition, Stanley a été arrêté et condamné à 1 an de prison pour possession de marijuana. Il n'a purgé que 4 mois avant d'être libéré et il était encore sous probation au moment de sa disparition en 1977. Selon le Charlie Project, il avait autrefois tenu un magasin d'aliments naturels appelé Nature Gardens à Penacook, dans le New Hampshire, mais celui-ci avait été fermé au moment de son arrestation. Pendant cette période, les enquêteurs pensaient que le magasin était un point de distribution de drogue important dans la région. Fait intéressant, en août 1976, alors qu'il travaillait dans le cadre d'un programme de semi-liberté, Stanley a dit à sa famille qu'il avait remarqué qu'une voiture le suivait. Il a déclaré qu'il craignait pour sa vie. Les détails concernant la voiture, son conducteur ou la raison de sa peur sont inconnus. La famille de Stanley ne croit pas qu'il soit parti volontairement, car il n'aurait jamais abandonné son fils. De plus, ils ont remarqué que ces 5 chiens avaient été laissés sans aucun soin prévu à l'avance, ce qui ne lui ressemblait pas non plus. S'ils savaient qu'il allait quitter la ville, ont-ils dit, ils prenaient toujours des dispositions pour que quelqu'un s'occupe d'eux. 3 semaines après sa disparition, la maison de Stanley sur Salisbury Road a été cambriolée. La police a déclaré qu'une vitre de la porte arrière avait été brisée afin que l'intrus puisse entrer. On ne sait pas si quelque chose a été volé dans la maison, ni si cela a un lien avec sa disparition. Stanley Bassett avait 29 ans lorsqu'il a disparu à Franklin, dans le New Hampshire, au début du mois d'avril 1977. Il est décrit comme un homme blanc aux cheveux blonds et aux yeux noisettes, mesurant 1,95 m. Il a une cicatrice sur la jambe à la suite d'un accident de chasse antérieur et il pesait entre 72 et 82 kilos lorsqu'il a disparu. Il peut utiliser son deuxième prénom, Shane. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez contacter le service de police de Franklin au 60393425. 3-5. Mason Robertson. Mason Robertson, âgé de 16 ans, a été vu pour la dernière fois le 18 mai 2024 vers 5h30 du matin. Ses parents l'ont trouvé chez eux à Anchorage, en Alaska, réchauffant une pizza au micro-ondes alors qu'il était manifestement ivre. Selon ses parents, David et Marty, ils formaient une famille très unie qui passait régulièrement du temps ensemble, que ce soit lors de sorties de pêche ou de vacances à Hawaï. Cependant, ils savaient que leur fils avait des problèmes. Dès son plus jeune âge, il avait été entouré par la mort,
perdant son frère ainsi que plusieurs tantes et oncles au fil des années. Au cours des dernières années ou des derniers mois, la chronologie n'est pas claire, Mason a commencé à abuser de l'alcool qui, selon lui, engourdissait sa douleur et l'aidait à faire face à sa dépression. Il était connu pour fouiller dans les armoires à alcool de ses parents et passait également beaucoup de temps seul. Bien qu'il ait été scolarisé à la maison, il avait quelques amis, mais il préférait passer du temps chez lui, seul, et ne passait jamais la nuit ailleurs. Lorsque ses parents l'ont découvert ivre dans la cuisine ce matin de mai, ils l'ont confronté à son abus d'alcool. Cela a poussé Mason à jeter l'assiette du dîner avec la pizza par terre avant de retourner furieusement dans sa chambre. Des heures se sont écoulées avant que ses parents ne remarquent qu'il ne répondait pas à leurs messages. Ils sont allés voir dans sa chambre au sous-sol pour découvrir qu'il était sorti par la porte du sous-sol. Dans les heures qui ont suivi, ses parents ont découvert que Mason était apparu sur la sonnette vidéo d'un voisin. Il aurait été vu titubant dans la rue, dans le secteur du numéro 14000 de Venus Way, et semblait faire quelque chose sur son téléphone avant de jeter son téléphone et de le briser. Le bruit était audible sur l'enregistrement. À peu près à ce moment-là, ses parents ont reçu un message texte de sa part disant « Je n'ai vraiment pas besoin de vous ». Son téléphone a été retrouvé plus tard là où il l'avait jeté. Il n'a plus jamais été revu. Au début, les parents de Mason pensaient qu'il avait fugué et qu'il reviendrait une fois qu'il se serait calmé. Cependant, les enquêteurs ont remarqué qu'il était parti sans ses médicaments, sans argent ni pièces d'identité, ce qui a fini par inquiéter ses parents. Dans les mois qui ont suivi sa disparition, Marty et David ont offert une récompense de 10 000 $ pour toute information permettant de le retrouver sain et sauf, mais cette récompense n'a toujours pas été réclamée. Le 1er novembre 2024, le jour du 17e anniversaire de Mason, sa mère a reçu un message texte qui disait « Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu ». D'après les informations, l'expéditeur disait être Mason, qu'il allait bien et espérait que la famille aussi. Cependant, lorsque Marty lui a répondu, il n'a pas donné suite. Le jour de la fête des mères 2025, Marty a reçu un autre message, cette fois d'un numéro différent. L'expéditeur lui a demandé comment s'était passée sa journée et si elle s'était amusée. On ne sait pas vraiment si ces messages venaient de Mason, mais ses parents pensent que c'est possible, car l'expéditeur n'a jamais engagé la conversation avec eux comme l'aurait fait un imposteur ou un arnaqueur. Marty et David ont dit que c'était la plus longue période où leur fils était resté loin de la maison. Ils ont précisé avoir fait réparer son téléphone et vouloir le lui rendre. Ils ont suggéré que quelqu'un que l'adolescent a rencontré en ligne l'héberge et ils offrent toujours la récompense. Les enquêteurs pensent que Mason, qui aura maintenant 18 ans, pourrait se trouver en Californie ou en Colombie-Britannique, au Canada, car il aurait possiblement des liens avec ces endroits. Mason est décrit comme un homme blanc aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Il mesure 1,70 m et pesait environ 72 kg au moment de sa disparition. Il a été vu pour la dernière fois portant un t-shirt gris, un short gris et des chaussures de tennis blanches, et il porte des lunettes. Toute personne ayant des informations sur sa disparition peut contacter la police d'Anchorage au 907 78 68 900. Scott et Amy Fandel. Amy Fandel, âgée de 8 ans, et son frère aîné, Scott, âgé de 13 ans, ont disparu à un moment donné le 4 septembre 1978. Le duo a été vu pour la dernière fois au Good Time Charlie's, un restaurant à Sterling, en Alaska, où ils étaient accompagnés de leur mère Margaret et de leur tante Cathy en visite. Les enfants sont restés au restaurant jusqu'à 22 h, moment où les deux femmes les ont ramenés à la cabane familiale, puis sont retournés ensemble au bar. La cabane familiale, composée de 2 chambres, n'était pas vraiment un logement de luxe. D'après les rapports, la serrure de la porte d'entrée ne fonctionnait pas et il n'y avait qu'un seul lampadaire devant. Elle était située dans une zone rurale, densément boisée, près de Scoots Lake Road, à environ un demi-mile de la Sterling Highway. Après le départ de Cathy et Margaret, Scott et Amy sont allés chez leurs voisins d'à côté. Les 2 frères et sœurs étaient très proches des enfants Lupton et allaient à l'école à pied ensemble, chaque jour. Après avoir joué un petit moment, Amy et Scott sont rentrés chez eux. Un voisin de passage a remarqué que les lumières étaient allumées dans la cabane vers 23h45, lorsque les adultes sont rentrés chez eux entre 2 et 3 heures du matin. Cependant, la cabane était plongée dans l'obscurité.
Cela était apparemment inhabituel, car les deux enfants avaient peur du noir. Dans la cuisine, ils ont trouvé une casserole d'eau bouillante sur la cuisinière. Un paquet de macaronis et une boîte de tomates en conserve ouverte étaient posés sur le comptoir. On dirait que Scott a été interrompu alors qu'il préparait quelque chose à manger. Pour une raison inconnue, Kathy et Margaret ont pensé que les enfants étaient restés chez leurs voisins et sont allés se coucher. Margaret est partie travailler le lendemain matin à 8h30, tandis que Kathy a dormi jusqu'à midi. À son réveil, elle a pensé que les enfants étaient déjà à l'école. Margaret a décidé d'appeler l'école pour vérifier, pour découvrir qu'Amy n'était pas arrivée. Elle a commencé à s'inquiéter, mais son patron ne l'a pas laissé partir. Plus tard, en rentrant de l'école, les enfants Lupton se sont arrêtés pour demander des nouvelles d'Amy et Scott. Kathy a alors découvert qu'aucun des deux frères et sœurs n'était allé à l'école ni passé la nuit chez les Lupton. Elle a appelé Margaret, qui a ensuite contacté la police vers 17h14. Malgré des recherches approfondies, aucune trace de Scott ou d'Amy n'a jamais été retrouvée. Les ferries ont été vérifiées, les bois fouillés à pied et avec des chiens pisteurs, et les autorités canadiennes alertées au cas où le duo aurait été emmené de l'autre côté de la frontière. Pourtant, il n'y avait rien d'autre que des douilles retrouvées à l'extérieur de la cabane, bien qu'on ne sache pas si elles sont liées aux disparitions. Il y a eu très peu de pistes dans cette affaire au fil des années. Terry Schoenfelder, le frère de Margaret et Kathy, a suggéré que le père d'Amy, un homme nommé Roger Fandel, était impliqué dans la disparition des deux enfants. Il aurait quitté Margaret et les enfants en 1978, 9 mois avant leur disparition, et se serait installé en Arizona. Elle a tenté de le joindre après leur disparition sans succès. Des proches ont déclaré qu'il ignorait où étaient les enfants et qu'il a pris l'avion pour l'Alaska afin d'aider aux recherches peu après leur disparition. Cependant, des années plus tard, une femme qui était autrefois sortie avec Roger aurait demandé 5 000 $ à son oncle en échange de la révélation du sort des enfants. Pendant des années, Roger est resté une personne d'intérêt dans l'affaire, mais les enquêteurs ne croient plus qu'il ait été impliqué. Roger, de son côté, a exprimé des soupçons envers son oncle dont le jardin a été creusé par la police à un moment donné, bien que rien n'ait été trouvé. Terry a suggéré que Scott a été tué peu de temps après l'enlèvement des enfants, mais qu'Amy est vivante et qu'elle vit à Anchorage, en Alaska, à Lompoc, en Californie, ou à Drummond, dans le Montana. Personne n'a jamais été inculpé en lien avec cette affaire et aucune preuve n'a été trouvée pour étayer sa théorie. La cabane familiale a été réduite en cendres plusieurs années après la disparition des frères et sœurs. Les enfants Fandel restent introuvables. Ils ont été vus pour la dernière fois à Sterling, en Alaska, le 4 septembre 1978. Scott, âgé de 13 ans, est décrit comme un garçon blanc aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Il mesurait 1,50 m et pesait 33 kg lorsqu'il a disparu. Sa sœur de 8 ans, Amy, est décrite comme une fille blanche aux cheveux blonds et aux yeux marrons. Elle mesurait 1,20 m et pesait 24 kg en 1978, et elle portait un sweatshirt, un jean rayé et un gilet rayé rouge et bleu. Si les enfants sont toujours en vie, Scott aura 61 ans et Amy aura 55 ans. Toute personne ayant des informations peut appeler la police d'État de l'Alaska au 907-262-4453. Marshall Iwaza, âgé de 26 ans, a été vu pour la dernière fois à Lethbridge, Alberta, Canada, lorsqu'il a parlé avec sa mère chez elle le 17 novembre 2019. Il lui a dit qu'il devait récupérer du matériel informatique qui se trouvait dans un box de stockage partagé avant de rentrer chez lui à Calgary. Selon les rapports, il a tenté d'accéder au box de stockage à plusieurs reprises et a réussi à le faire vers 6 heures du matin, le 18 novembre, lorsque l'établissement a finalement ouvert. Il serait resté dans le box pendant plus de 2 heures et on a eu de ses nouvelles pour la dernière fois à 8h30. Le 23 novembre, 6 jours plus tard, le camion de Marshall a été retrouvé par des randonneurs près de Pemberton, en Colombie-Britannique, à 14 heures de route. Il avait été incendié et abandonné sur un chemin forestier isolé menant vers la cabane Brian Waddington. De nombreux effets personnels, cartes d'identité, vêtements, un ordinateur portable endommagé et 3 téléphones brisés ont été retrouvés à proximité. Fait notable,
Marshall n'avait aucun lien avec Pemberton et n'y était jamais allé auparavant, et la route où le véhicule a été retrouvé est très difficile d'accès et n'est pas indiquée sur le GPS. La GRC n'a pas pu se rendre sur les lieux avant le 25 novembre en raison de la mauvaise réception téléphonique, ce qui a empêché les randonneurs de signaler leur découverte avant le lendemain de celle-ci. C'est seulement après avoir appris l'existence du camion que la famille de Marshall s'est rendu compte qu'il avait disparu. Il a ensuite été déterminé que le camion avait été incendié intentionnellement et qu'il n'avait pas pris feu à cause d'un problème électrique ou d'un problème de moteur. La famille de Marshall a pu se rendre là où son camion avait été abandonné. Ils ont fait remarquer que le véhicule était dépourvu de plusieurs pièces et que certains des objets trouvés autour, y compris des consoles de jeux qui n'étaient en fait que des coques sans aucune information utile, ne lui appartenaient pas. Après avoir récupéré le camion, les autorités ont lancé des recherches pour retrouver le jeune homme de 26 ans disparu. Au cours de cette enquête, ils ont utilisé des chiens pisteurs, des drones et des agents à pied, mais aucune trace de Marshall n'a jamais été retrouvée, et les recherches ont finalement été interrompues. En juin 2020, les enquêteurs n'en savaient pas plus sur ce qui était arrivé à Marshall le jour de sa disparition. La famille de Marshall a sensibilisé le public à son affaire via les réseaux sociaux et engagé un détective privé qui a confirmé que l'incendie criminel était à l'origine de l'incendie de son camion. En août 2020, la famille Owassa a demandé à la police de requalifier son affaire en affaire criminelle, mais cela n'a pas abouti. Au début, les autorités ont suggéré que Marshall était allé dans les bois pour mettre fin à ses jours, notant qu'il semblait perturbé au moment de sa disparition. Il a été rapporté que Marshall avait été placé sous avertissement universitaire à Southern Alberta Institute for Technology et avait finalement abandonné ses études. Il n'avait fait connaître aucun de ces faits à sa famille. De plus, il avait laissé expirer son forfait de téléphone portable dans les semaines précédant sa disparition. La famille Owassa a tenté de récupérer les images de vidéosurveillance des stations-service situées le long de l'itinéraire qu'aurait emprunté le camion jusqu'à l'endroit où il a été retrouvé, mais les propriétaires de ces établissements ont refusé de remettre les enregistrements sans une demande officielle de la police. De plus, comme l'affaire n'a pas été classée comme criminelle, les enquêteurs n'ont jamais examiné d'éventuelles empreintes digitales ou traces d'ADN sur le camion ou sur les lieux environnants. Le service de police de Lethbridge a déclaré que, bien que l'affaire soit suspecte, je cite, « Il n'existe aucune preuve crédible, corroborée ou convaincante suggérant une intervention criminelle ou que l'affaire soit de nature criminelle. » Les comptes bancaires de Marshall n'ont jamais été utilisés depuis sa disparition. Certains de ses effets personnels manquent également et n'ont pas été retrouvés dans le camion ni sur les lieux, notamment ses lentilles de contact, sa solution pour lentilles, son sac à dos, son ordinateur portable Samsung, son portefeuille et son téléphone, un Samsung Galaxy S6. Ils n'ont jamais été retrouvés. Ce qui est encore plus frustrant, au grand désarroi de sa famille, c'est que le camion de Marshall a été démonté et déplacé dans une décharge quelque temps après sa découverte. Marshall est toujours porté disparu. Il a été vu pour la dernière fois à Lethbridge, en Alberta, au Canada, le 17 novembre 2019. Il est décrit comme un homme de 30 ans aux yeux marrons et aux cheveux bruns et bouclés, mesurant 1,80 m. Toute personne ayant des informations sur l'affaire de Marshall peut contacter la police de Lethbridge au 403 328 4444 et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez prudents. Et je vous dis à la prochaine.